Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autre terme. Nous sommes dans une guerre hybride. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Oui, parce qu'il sera aménageable dès l'année prochaine. Donc il pourra bénéficier d'un bracelet probatoire à libération conditionnelle. Eh oui. Mais on va le dire, hein, ce jeu, on va l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe en ce lundi? Beaucoup de choses, comme d'habitude. Je ne parlerai pas des bruits de bottes Russie-Ukraine. Nucléaire peut-être, on en parlera un peu plus tard dans la semaine avec vous, auditeurs résistants de Sud Radio. On va parler de ce verdict du procès d'Axel Dorier. Vous savez, cette jeune femme de 23 ans qui a été traînée sur 800 mètres par une voiture, et voilà, il y a eu le verdict qui est arrivé. Le conducteur a été condamné à 12 ans de prison. Enfin, on va en parler avec justement l'avocat aussi de la famille Dorier. Et on va essayer d'expliquer comment ça se passe aujourd'hui, les rapports entre les sanctions, la justice, etc. Et on va aussi parler de ce qui s'est passé lors de la manifestation pour les retraites où quelqu'un, un ingénieur franco-espagnol, a été littéralement, allez, on peut le dire quelque part, à demi émasculé par un policier qui l'a frappé alors qu'il était à quatre pattes, alors qu'il était couché, et on est venu lui donner un coup de matraque. Alors bavure, oui, bavure, mais arrêtez aussi avec les bavures. Il n'y a pas de blanc et de noir, il n'y a pas un bon camp et un mauvais camp. Tout ce qui est violence doit être combattu, sanctionné, éradiqué, on va en parler. Et puis alors aussi, il y a un étudiant en première année de Sorbonne qui explique ça. Son opinion sur le travail. Comment il faut en fait arrêter de travailler. On va en parler aussi. Vous allez voir, c'est pas piquer des hannetons, c'est très bien. Et puis, nous recevons Elsa Ruyer. Elsa Ruyer, elle a fait un livre bouleversant, passionnant. Paroles de soignants suspendus. Elle est elle-même assistante de gestion de formation. Elle a rejoint un groupement hospitalier. Elle coordonne les collectifs unis et elle est à la commission exécutive générale CGT Santé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a fait parler ces soignants suspendus dont on parle de temps en temps, qui sont toujours là, qui existent, mais comme vous le savez, qui ne touchent plus un rond depuis septembre 2021. Et nous sommes, je le rappelle, en janvier 2022. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Selon plus effectivement comment se distribuent les sanctions, on dit pas que la justice n'existe pas en France. Il y a des juges qui font très bien leur boulot, formidablement leur boulot. Et puis en même temps, il y a quand même des espèces de dysfonctionnements, de surprises. Enfin, vous savez, moi, ici, on est nous, et puis là, on n'est ni avocat, ni juge, on est citoyen, on regarde, on écoute, et puis on se rend compte de ce qui s'est passé, par exemple, avec Axel Dorier, écrasée à Lyon en 2020. Elle venait fêter son anniversaire, et puis dans un parc de Lyon, et puis elle a été traînée sur plus de 800 mètres, c'était en juillet 2020, et Youssef Tebal, qui conduisait avec son cousin Mohamed Amin Yeloul, qui était passager du véhicule, voilà, ils ont été effectivement à la justice, et ils ont été condamnés. Alors, on va parler de cela. Ils ont été condamnés, en même temps, on se dit, ils ont été condamnés à combien? Eh bien, Youssef Tebal a 12 ans de prison. 12 ans de prison. Alors, il y avait eu effectivement des incidents. Les amis, il y avait une jeune femme qui attendait Youssef Tebboul et Mohamed Amin Yeloul, Youssef Tebal. Ils ont écrasé la chienne d'un des amis de Axel Dorier. S'en est suivi une petite bagarre, et puis voilà, Axel Dorier s'est mis devant la voiture, et le reste, eh bien on va en parler. On va en parler avec le maître Versini Boulara. Bonjour maître Versini Boulara. Bonjour monsieur. Alors,
ce qui a effectivement frappé, et on en parle, et puis de ces actions, de ces violences entraînant la mort, et de quelle façon. Et puis on voit le jugement, on voit la sanction, et on se dit... Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Alors, j'aimerais avoir d'abord, vous êtes avocat de la famille Dorier, et au-delà effectivement de l'immense douleur et de ce que tout le monde peut comprendre, mais comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y a un certain décalage perceptible par beaucoup, en tout cas, entre ce qui s'est passé et et les sanctions que l'on donne, que la justice, enfin, en tout cas, dans certains cas, donne? Alors, la première des choses, c'est l'infraction. L'infraction initiale a été arrêtée par le parquet de Lyon sur la base de faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec un quantum de peine, un maximum de peine de 20 ans. Le parquet aurait pu envisager une autre qualification pénale, le meurtre, qui est effectivement l'acte criminel avec intention coupable, avec intention homicide, et là, nous passons à 30 ans de réclusion criminelle. Si le parquet a opté pour la première des qualifications, c'est que, somme toute, s'est posé légitimement la question de l'intention homicide. Tebal, Youssef, avait-il l'intention homicide, avait-il l'intention de donner la mort à Axel Dorier? Le parquet a estimé que non. Les parties civiles, bien évidemment, ont considéré que cette infraction était minimaliste par rapport aux faits endurés par la pauvre Axel Dorier. Et il est vrai que nous étions un petit peu dans l'attente de savoir si à la cour d'assises, aussi bien le parquet général que monsieur le président de la cour d'assises allait poser cette question exceptionnelle sur la requalification. En tout cas, nous sommes arrivés le 17 janvier 2023 devant la cour d'assises du Rhône avec la qualification arrêtée par le parquet initial, à savoir des faits de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le président a voulu poser cette question supplémentaire du meurtre, laissant à penser qu'il y avait une fenêtre de tir, si je peux me permettre l'expression malheureuse, pour que les jurés puissent, après réflexion, dans le cadre de leur délibéré, se dire, mais oui, il y a quand même une intention d'homicide dans ces faits-là, parce que cette jeune femme est morte. Et elle est morte dans des conditions dont on pouvait supputer, subodorer qu'il y a eu l'acte volontaire d'un homme. Alors justement, Maître Versini, juste pour rappeler aux auditeurs, à tout le monde, à moi-même, comment ça s'est passé? Elle a été traînée comment? C'est-à-dire, elle s'est mise devant la voiture, comment ça s'est passé très exactement? Écoutez, en fait, Axel allait fêter pour la première fois son anniversaire avec ses frères, puisqu'ils ont 2 ans d'écart, les frères jumeaux, et ils voulaient organiser une fête commune. C'était la première fois, et on saura que ce sera, hélas pour elle, la dernière fois, et aussi pour les frères jumeaux. Donc, tout se passait bien. À un moment donné, il y a 3 véhicules qui rentrent dans le parc sur une colline qu'on appelle la colline de Fourvière, puisque nous avons une basilique qui se situe sur une colline à Lyon, et 3 véhicules entrent dans ce parc, alors qu'il est même interdit d'y pénétrer. Ah, c'est ça, j'allais vous poser la question. Il était interdit aux voitures de pénétrer dans ce parc. Tout à fait, c'est interdit. D'accord. Ils sont restés 5 minutes sans que personne ne sorte du véhicule. Et la première des voitures, une Twingo conduite par une jeune femme et avec 3 autres jeunes femmes comme passagères, part. Et alors là, malencontreusement, et ça, l'adverbe a son importance, malencontreusement, écrase un animal, un petit chien qui est un chien d'un des invités de la fête. Alors évidemment tout le monde s'est précipité parce que la jeune femme commençait à prendre la fuite, soyons clairs, d'accord. Alors là tout le monde a entouré la voiture, tout le monde s'est mis devant la Twingo, et puis la jeune femme a été un petit peu extraite du véhicule, un peu, on se dit les choses, un peu violemment. Les autres jeunes filles sont sorties correctement sans aucune difficulté. La seconde voiture, en l'occurrence la Golf, est sortie. Elle est sortie, elle l'a pris après le parc à gauche dans une impasse, elle a fait demi-tour et en faisant demi-tour, elle n'a pas manqué de happer au passage un des autres occupants de la fête, dont on parle très peu, mais qui a été lui aussi victime, d'abord d'un coup de portière dans le bas-ventre, et ensuite percuté volontairement, il s'est retrouvé sur le capot, et il a chuté au sol, et on l'a laissé sur le bas-côté. Ensuite de quoi le véhicule avance. Axel Dorier, voyant cela, se positionne en disant stop, 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 on a appelé la police, on a appelé le vétérinaire, ne partez pas. Bien. Elle met son pied droit sur le capot du véhicule pour
empêcher effectivement que ce véhicule s'en aille. Ouais. Il s'avère que le véhicule avance quand même, l'a fait chuter, alors même qu'elle est sur le point de se relever. Ouais. Le véhicule Golf de sport, boîte automatique 7 rapports, avec une puissance extraordinaire au démarrage, démarre, emporte la pauvre jeune femme sous ses essieux et s'en va ainsi sur 807 mètres. 807 mètres. 807 mètres. Tout un chacun s'est demandé, mais où est passé Axel? Où est passé Axel? Les frères Théo et Evan Dorier n'ont pas saisi dans l'immédiateté du moment ce qui se passait, sauf un, et il a couru après le véhicule à la suite des traces de sang que sa sœur laissait. Oui. Parce qu'elle était, en fait, elle a été agrippée par les essieux, attachée aux essieux, quoi, quelque part. Alors, ce sont ces vêtements qui, effectivement, ont agrippé les essieux et qui, à un moment, eh bien, ne pouvaient plus. Elle était enferrée, elle était enfermée dans cet étau, quand même, précisons-le, et je l'ai montré à la cour d'assises pour bien montrer aussi aux jurés ce qu'était 18 cm. Entre le macadam et les essieux, il y avait un espace de 18 cm. Donc, 18 cm, si vous voulez, c'est ce que je montrais aux jurés. C'est la hauteur d'une demi-bouteille d'eau minérale. Voilà. Et donc, pendant 807 mètres, elle a été traînée, évidemment, et on voit les conséquences atroces, quoi. Alors, elle a été traînée sur 807 mètres. Le frère courait après, toujours en suivant les traces de sang. On saura ensuite par l'expert légiste que si le véhicule s'était arrêté au bout de 100 mètres, elle aurait pu survivre. Avec des séquelles, certes, mais elle aurait pu survivre. Et sur une échelle de douleur de 7, l'expert médico-légal a indiqué que pour Axel, c'était des souffrances de 7 sur 7. Voilà. Elle s'est dû mourir en 4-5 secondes, ce qui est énorme. C'est sûr. Et puis enfin, de toute façon, c'est terrifiant. Et bon. Et alors, donc, il y a eu ensuite, vous avez dit les suites, on a dit le verdict. Alors, justement, par rapport à cela, je voudrais vous faire écouter quelque chose, et c'est à l'avocat et au juriste que je m'adresse, bien sûr, là. Ce matin, à CNews, dans l'émission de Pascal Praud, l'avocat, donc, de Youssef Tebal a dit, et ça tout le monde l'a entendu, c'est tout, je ne commente pas, a dit de toute façon, il est libérable dans 1 an et il aura un port de, vous savez, de la... bracelet électronique. Voilà, de bracelet électronique, merci. Merci de rappeler ça. Alors, dites-moi juste, est-ce qu'il est, là vraiment en dehors de tout jugement moral, et encore Dieu sait s'il y a des choses à dire, est-ce qu'il est libérable après, quand on est condamné à 12 ans de réclusion, déjà, et en 12 ans on peut se poser des questions, mais enfin, est-ce qu'il est libérable au bout d'1 an? Est-ce qu'il portera un bracelet électronique? Alors, cher monsieur, on est tout à fait clair. Moi, je regarde le code de pénal et je constate que l'infraction de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner est fondée sur l'article 222-8 du code pénal, qui renvoie au niveau des peines à l'article 132-23. Si on se base sur sur l'article 132-23, on lira avec intérêt que pour les peines criminelles au-delà de 10 ans, il y a une période de sûreté automatique de la moitié de la peine. D'accord. Donc 6 ans. Période de sûreté de 6 ans. Alors, si en revanche la cour d'assises avait été amenée à émettre une décision spéciale permettant effectivement une minoration, une diminution de la peine, nous l'aurions su. Je n'ai pas entendu quant à moi cela. Donc moi, je ne suis que légaliste. Article 222-8 et article 132-23 du code pénal font que, somme toute, normalement, M. Tebal doit faire la moitié de sa peine. Ce qui n'empêche pas, attention, ce qui n'empêche pas évidemment son avocat de faire ce qu'il a envie de faire procéduralement, mais nous avons une période de sûreté. Il peut demander pour autant, l'avocat peut demander effectivement le rabaissement de la période de sûreté. Ça, c'est faisable. Oui, bien sûr. Mais alors, au-delà de ça, pour ça, je vous dis ça parce qu'on a entendu ça ce matin et que, effectivement, poser une question. Juste, Maître Versini-Mullara, bon, il n'y a pas une décision de justice.
son décision de justice. On peut effectivement arguer pour des raisons à la fois morales et autres, mais c'est un autre problème, effectivement. Restons dans le légalisme, encore que ça pose question. Est-ce que quand même, quel est l'exemple qu'on donne quand même quand on dit, voilà, il s'est passé ceci, et ben voilà, écoutez, parce que je comprends évidemment la famille, vous en avez parlé d'ailleurs devant les caméras et les micros, mais à un moment donné, on se dit, et je voudrais vous demander à l'avocat, comment on évalue en fait les peines et comment c'est vraiment, alors ce sont les jurés bien sûr qui décident, mais quand j'entends dire qu'une famille doit faire son deuil, hein, la famille d'Axel, c'est facile à dire. Oui, exactement. Alors, je vais vous répondre, cher monsieur. La chose est la suivante. D'abord, dans ce dossier, donc nous étions partis avec un quantum de peine, un montant maximal de peine de 20 ans. C'est ce qui avait été arrêté. La cour d'assises est revenue en rejetant le meurtre, 30 ans, et en rejetant aussi la demande de mon confrère adverse, tendant à transformer le crime en délit, en homicide involontaire, où là, le maximum aurait été 5 ans, quand même. Voilà. Ouais. Voilà. Bon. Ça, ils n'ont pas suivi ça, oui, quand même. Voilà, c'est ça. D'accord. On a plaidé de l'autre côté de la barre. Écoutez, ce ne sont pas des violences, c'est un homicide involontaire, comme par exemple vous viendriez à traverser, à conduire un véhicule, quelqu'un se jetterait sous vos roues, vous n'auriez pas fait attention, c'est un homicide involontaire, vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, c'est 5 ans maximum. Bon, donc on est parti avec cette peine de 20 ans. Le parquet général de la cour d'assises a requis quand même 16 ans. Ouais. Bon. Donc là, les jurés sont partis dans la salle des délibérations avec cette peine proposée par le parquet général de 16 ans. Ils sont revenus 3h30 après avec 12 ans. D'accord. Je n'ai pas, la possibilité, bien évidemment, de me transformer bien sûr, en témoin et pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la salle des délibérations. En revanche, il est acquis que les débats ont dû être conséquents. Ils ont été conséquents parce que pour, j'allais dire, si vous me permettez l'expression un peu triviale, pour ratiboiser 4 ans, ce n'est pas rien. C'est preuve que cela a été source de discussions vives et âpres, peut-être. Mais hélas, nous n'en savons rien. Et je ne sonde pas les cœurs et les âmes pour savoir ce que les jurés se sont dit. Bien sûr, maître Versini-Bulara, il y a eu quand même quelque chose d'assez bien. Je dis c'est pas un détail, mais quand on a commencé à accuser les frères d'Axel de salut nazi ou d'être des skinheads et compagnie, c'est-à-dire cette espèce de réduction ad Hitlerum, elle se passe peut-être un peu trop souvent, non ? Alors, permettez ici que je précise une chose importante et essentielle s'agissant de ce salut nazi. J'étais dans la salle d'audience. J'ai attrapé Théo qui éructait contre une personne par des propos et il a assumé insultant, dont acte. Il a été pris d'une crise de nerfs flagrante. Nous l'avons, son père, mon assistant et moi, extirpé de la salle d'audience. Nous avons chuté au sol. Et après, il est allé dans le couloir de greffe. Je n'ai pas vu, quant à moi, de signe nazi. En toute honnêteté, un salut mussolinien ou hitlérien, c'est la main droite levée au-delà de l'horizon, vers l'infini, avec les doigts bien soudés les uns les autres. Je pense que si quelqu'un avait été amené à constater cela de façon certaine, il n'aurait pas manqué de le préciser. Nous avons ici la certitude en revanche, parce qu'il y a eu heureusement des journalistes et des témoins qui m'ont téléphoné hier, dimanche, pour me dire, mais écoutez, maître, non, on n'a rien vu, il ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, effectivement, pas plus tard qu'hier, après-midi, Théo a déposé plainte pour diffamation contre tous ceux qui s'autorisent dans des écrits, voulant ainsi, si vous voulez, faire, comment dit-on, le buzz, c'est ça voilà, oui. Le buzz. Eh bien, les gens non, mais les choses sont assez graves comme ça, et même plus que ça, pour vraiment chercher des... C'est immonde, c'est immonde. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, que celles et ceux qui ont écrit cela soient vraiment considérés comme des êtres de peu de valeur. Parce que c'est ici assuré à la terre entière, et en l'occurrence à la France entière, que ce garçon qui vient de perdre sa sœur dans des conditions terribles il y a 2 ans et demi, qui a supporté 2 ans et demi d'instruction, qui a supporté les déclarations abracadabrantesques des mises en examen, devenu accusé, qui entend 12 ans
va là subitement se transformer en néo-nazi, parce que c'est aussi, si vous voulez, ce qu'on laissait sous-tendre, hein, cela va sans dire. Hein. On laissait sous-tendre que Axel, les frères étaient des néo-nazis, s'agrégeaient avec les générations identitaires, etc., etc. Enfin, on tombe dans une fantasmagorie qui est indigne. Mais qui est grave parce qu'elle est caractéristique de ces temps, d'autant plus, c'est la dernière question, Maître Versini, c'est quand même la manifestation, moi je dirais, enfin ce qu'on a vu en tout cas, légèrement obscène à l'annonce du verdict d'un certain nombre d'amis du conducteur, enfin de Youssef Tebal, qui sont entrés dans la salle en tout cas et qui ont commencé d'ailleurs à attaquer les policiers aussi, hein, si je ne m'abuse. Alors, je vais être aussi très clair sur ce point. Je me dois ici d'être transparent et honnête à l'égard de tout un chacun. Durant ces 4 jours d'audience, je ne peux que respecter la famille de M. Tebal, qui a été digne. Ouais. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Bien sûr, ils n'ont pas du tout été vindicatifs. Il n'y a pas eu de manifestation de joie à l'annonce de ces 12 ans. Tout le monde est resté très serein. La famille Laurier est restée très sereine, elle aussi. Ces éléments perturbateurs qui sont venus de la salle des pas perdus pour envahir la cour d'assises, je ne sais pas quant à moi qui ils sont. En tout cas, ils sont venus perturber grandement la quiétude du délibéré et la quiétude et la sérénité des débats après les débats. On sait par exemple que cet après-midi, voyez-vous, je vais me présenter aux comparutions immédiates pour 2 policiers des compagnies d'intervention qui ont été gravement blessés consécutivement aux agressions physiques qu'ils ont endurées à la suite du verdict. Je viens d'apprendre un instant que l'huissier d'audience de la cour d'assises a lui aussi été agressé par ces messieurs et va lui aussi déposer plainte. Ce n'est pas grandir la justice et l'intérêt des gens que de verser dans de la violence. Mais c'est pour ça, cher maître, que vous avez, je vous comprends quand vous parlez de quiétude et tout ça, mais quand de l'extérieur on voit tout ce qui se passe, on se dit que vraiment, je dirais que à côté de la quiétude, il faudra avoir un sentiment juste de ce qui se passe et avoir quand même une échelle, je dirais, de réaction et de sanctions qui soit à la mesure de, malheureusement, de ces choses qui arrivent aujourd'hui, qui sont, allez, je ne dirais pas quotidiennes, mais enfin tous les jours, vous le savez, au moins aussi bien que moi, tous les jours, il y a des violences et des meurtres, et c'est pas possible d'accepter ça comme on l'accepte. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, bien sûr. Alors, je vous rejoins sur ce point. C'est d'ailleurs ce que j'ai plaidé. J'ai dit que Axel rejoignait le chapelet de toutes ces pauvres victimes, garçons, filles, qui depuis maintenant quelques années sont les victimes d'un ensauvagement de la France. Et j'assume mon propos. Et il n'émane pas de moi, il émane des journalistes eux-mêmes qui le précisent. Et je pense qu'il n'y a que les journalistes qui ont le vécu factuel des événements que la France vit. Ce n'est pas moi dans mon cabinet qui vois ça, ce sont vous, ce sont vos collègues, ce sont vos confrères. Et à ce titre, soyez-en remerciés parce que vous faites preuve d'objectivité. Bah écoutez, la France Orange Mécanique, ce n'est hélas pas une légende. En tout cas, merci, Maître Versini-Bulara. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir, monsieur. Tout de suite, le face-à-face du lundi 23 janvier avec Elsa Ruyère pour son livre « Paroles de soignants suspendus », édition Guy Daniel. Vous avez la parole sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Alors. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Depuis le 15 septembre 2021, des milliers de personnes sont suspendues. C'est-à-dire qu'ils ne touchent, ils n'ont pas d'indemnité, ils n'ont pas de chômage, rien. Ils n'ont rien. Pas un sou, heureusement qu'ils ont la solidarité des gens autour d'eux. Alors c'est quoi? Ce sont des délinquants? Ce sont des marginaux? Non, non, non. Ce sont des soignants. Ah bon? Eh bien oui, on va en parler et on va les écouter tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Ah, là, vous allez entendre quelque chose de... Vous savez qu'on a l'habitude d'avoir des paroles très intéressantes, très exemplaires, très significatives.
Eh bien, avant de parler des gens qui quelquefois travaillent 20 heures sur 24 dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., on va parler de quelqu'un qui était dans la manifestation contre la réforme des retraites. Et c'est très intéressant parce que c'est un jeune qui se préoccupe déjà de sa retraite, mais il a des idées très originales. Il s'appelle Enzo. Écoutez. Alors moi je m'appelle Enzo, j'ai 21 ans, je suis étudiant en philosophie, donc en master à la Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, Paris 1. Bon, je sais pas trop vers quoi je me prédestine pour le métier, et pour moi la manifestation aujourd'hui elle est importante parce que les retraites c'est surtout un rapport au travail. Et donc nous, on dit pas retraite à 62 ans comme c'est, on dit retraite à 60 ans, retraite à 50 ans, et le but c'est plus de retraite du tout, c'est-à-dire on finit avec le travail, terminer le travail, et on n'a plus besoin de se passer la vie à se fatiguer. Bertrand Russell en 1960 disait qu'on pouvait travailler 4 heures par jour, 4 jours par semaine, ce qui fait une semaine de 20 heures. Donc on imagine ça, semaine de 20 heures, on s'arrête à 50 ans, ça va, ça suffit, on produit assez pour se nourrir, pour se divertir, etc. Donc il faut limiter le temps de travail, et parce que la vie c'est pas censé être qu'un calvaire, c'est censé être plaisant. Ah là là, Enzo, philosophie, Panthéon, Sorbonne. On sent le type qui sort de la mine. On sent le type dont les bourgeois sont des prolétaires qui vivent avec 500 € par mois. Il est parvenu dans Enzo. D'abord, Enzo, c'est vrai que vous faites de la philosophie, mais ça aurait été bien parce qu'une semaine de 4 heures par jour et 4 jours par semaine, ça fait 16 heures. 4 x 4, ça fait 16 et pas 20 heures. Bon, allez, c'est un lapsus. Ce n'est pas grave. Alors il dit la semaine 60 ans, mais non 50 ans, et puis pas de retraite du tout, mais bien sûr pas de retraite du tout. Mais arrêtons de travailler. Il a raison Enzo, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait là, hein? Casparac, Sadler. Mais Sarrière, c'est vrai, qu'est-ce qu'on met enfin? Arrêtons tous de travailler. Et comme ça, on aura une retraite en or. Mais bien sûr, c'est formidable. Voilà un jeune homme, je sais pas, il a 21 ans. Et j'adore parce que quand on arrive à ce degré, et c'est même pas du gaz de schiste, ça va beaucoup plus loin, c'est intéressant. D'ailleurs, voilà, supprimons tout, arrêtons de travailler. D'ailleurs, la semaine de 4 heures, d'ailleurs, la semaine de 50 ans, d'ailleurs, travaillons pas du tout. Et comme ça, d'ailleurs, plus de retraite. Voilà, c'est quelqu'un, on lui tend un micro et il parle. Et là, vous sentez le silence des espaces neuronaux infinis. Vous sentez le vent dans les branches de sassafras. Vous sentez l'extraordinaire Simoun dans des cerveaux. Ça, c'est les cerveaux. Eh bien, écoutez, c'est intéressant. À ce niveau-là, zoologiquement, franchement, il fallait l'entendre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle parce qu'un livre vient de paraître, et un livre assez bouleversant. C'est un livre qu'a composé, qu'a recueilli Elsa Ruyer. Je rappelle qu'Elsa Ruyer, elle est à la fois coordinatrice des collectifs unis, c'est bien ça, les collectifs unis, Elsa Ruyer, oui. Et vous êtes à la commission exécutive fédérale CGT Santé depuis le 1er avril dernier. Alors, ce livre qui est avec des avant-propos de l'écrivain Didier Van Collart, avec la préface de la députée européenne Michèle Rivasi, qu'on reçoit souvent ici, la postface de maître Maud Marian, avocat qui défend ses soignants, et l'épilogue de Laurent Mukeli, qui a écrit bien sûr sur le Covid-19. Alors, ces paroles de soignants suspendus, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à les réunir et comment, Elsa Ruyer? Eh bien, en fait, tout simplement, c'était complètement cohérent avec la situation. On a été mis dans le noir. On a été invisibilisé complètement depuis bientôt 3 ans, en fait. Et le fait d'être applaudi en 2020 et d'être complètement démonté, détruit en 2021, c'était une évidence que d'en parler à tout le monde parce que tout le monde ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement. Encore aujourd'hui, on en est à réexpliquer aux gens que les gens n'ont pas de salaire ou sont privés d'exercice. Parce qu'il n'y a pas que des suspendus, il y a aussi les privés d'exercice. Ils sont nombreux, les privés d'exercice? Eh ben oui, en fait, on est très nombreux. On dit suspendus, mais c'est un tort. Ça comprend aussi les personnes qui ont arrêté de travailler, ça comprend aussi les fins de CDD, ça comprend les libéraux qui n'exercent plus, qui ont changé de métier. Ça comprend un panel impressionnant. Et puis on n'oublie jamais le médico-social, les éducateurs, des instituts aussi qui sont privés. Vous, dans la santé, vous étiez dans quel domaine?
Alors moi, administratif et représentante syndicale à 100%. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Évidemment, c'est une question que vous avez entendue 100 000 fois, nous aussi, en disant oui, mais enfin, c'est pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner après tout? Et vous avez des dizaines de milliers de soignants, de médecins, d'infirmiers, d'infirmières qui se sont fait vacciner. Pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner? Après tout, c'était une obligation pour eux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? La réponse est simple, par choix, parce qu'ils ont le libre choix. Et on a le droit de choisir entre un vaccin et un traitement. En l'occurrence, sur le terrain, on sait ce qui se fait. Quand on est soignant, on sait ce qui se fait, ce qui peut se pratiquer. Et puis, la libre disposition de notre corps, tout simplement. On choisit de mener sa vie comme on a envie de mener sa vie. Et c'est vrai que la vaccination n'est pas obligatoire. On va vous répondre, mais on ne va pas rester là-dessus quand même. On va vous répondre, oui, mais enfin, quand vous êtes en proximité avec des malades, il faut vous protéger. Sauf qu'on sait ce qui s'est passé depuis. Bien sûr. Et puis, je rappellerai quelque chose aussi, c'est que en tant que fonctionnaire ou même en tant qu'être humain, on a le devoir de désobéissance à un acte qui pourrait être illégal. Donc, on fait aussi valoir ce devoir de désobéissance. Est-ce que c'est un devoir inscrit dans la loi? Bien sûr. Ah oui, devoir de désobéissance. C'est-à-dire, si vous, fonctionnaire, vous considérez qu'un acte est illégal, vous avez la possibilité, le devoir de désobéir. Au même titre que le devoir de signaler quand il y a un problème ou une atteinte à la vie. D'accord. Alors, j'ai lu effectivement ces paroles de soignants suspendus. C'est au-delà, évidemment, il y a l'émotion, c'est assez bouleversant. Et en fait, justement, je voudrais qu'on voit les lignes de force de ce livre, de ces témoignages, Elsa Ruyère. En fait, c'est quoi d'abord qui a gagné? C'est un désarroi, c'est une indignation, c'est une colère, c'est une résignation, c'est quoi? C'est tout ça à la fois, c'est quoi? La tristesse, la déception. La déception d'avoir tout donné pendant des années, pendant des décennies pour certains, et se retrouver complètement démonté, détruit. La détresse psychologique, parce qu'on est désemparé, c'est compliqué de faire un choix entre avoir un salaire ou sacrifier sa vie financière, je dirais, pour garder son libre arbitre. En fait, c'est ignoble. Donc chacun a ressenti des émotions particulières. Je sais que pendant que j'ai écrit le livre, j'ai pleuré souvent. Et quand on reçoit des témoignages, parce que là j'en ai récolté sur 350, 41 que je trouvais les plus poignants. Vous avez vu quand même vous avez interrogé 350 personnes. On a reçu avec les collectifs unis plus de 350 témoignages. On en publie régulièrement sur le site, chaque fois qu'on fait une conférence. Je rappelle, votre site, c'est bien collectif-uni.info. Oui, c'est bien ça. Exactement. D'accord. Pour ceux qui veulent évidemment aller consulter votre site. Donc vous en avez retenu une quarantaine, enfin 41, c'est ça. Et au fond, alors je rappelle quand même que ce livre est en librairie. C'est aux éditions Guy Trédaniel, Paroles de soignants suspendus. Et on va continuer à en parler toute cette heure. On va se retrouver dans quelques minutes avec Elsa Ruyère et ses paroles à retenir. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Vous avez la parole sur Sud Radio. On vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Les paroles de soignants suspendus dans tous leurs états. Elsa Ruyère, dans tous ses états, qui a recueilli ce qu'ils ont dit aux éditions Guy Trédaniel, un livre assez bouleversant, je dois dire, bouleversant vraiment. Et je voudrais citer au milieu du livre, là, dans le témoignage de Alfred Pompier, vous m'avez dit, Elsa Ruyère, que tous les prénoms, pratiquement, sauf 2 ou 3, sont des prénoms authentiques. Enfin, ils donnent leur prénom. Vous n'avez pas voulu donner, ils n'ont pas voulu donner leur nom complet, enfin leur nom de famille. Non, c'est moi qui ai choisi. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de représailles de la part des établissements. Ah oui. Beaucoup de pression encore aujourd'hui. D'accord. Et comme on continue à mettre le couvercle sur l'histoire,
Je voudrais éviter qu'ils aient des ennuis. En tout cas, ils en auront pas parce qu'ils sont tout à fait en droit de raconter leur histoire personnelle. Bien sûr. Mais effectivement, vous donnez leur prénom, déjà leur vrai. Alors, je voudrais citer un grand de la résistance, Henri Freinet. Hein. Ce que nous avons à défendre est bien plus précieux que nos existences, nos foyers et la France. C'est la liberté de nos esprits, c'est notre conception du monde et de la vie. Et alors, il y a vraiment de tout, je dirais. Il y a de tout. Il y a des aides-soignantes, il y a aide médico-psychologique, Alexandra. Alors, Alexandra, vous l'avez retenue, vous disiez, parce qu'elle parle de la gestion du Covid. Ouais, elle le décrit comme une crise et une période psychologiquement affreuse. Et c'est une guerre psychologique, elle le dit très bien, et elle a raison. Pas de matériel, mais on continue à travailler, des heures et des heures et on le voit 2 ans et demi après, 3 ans après, bientôt. Bientôt, hein. Bientôt. On est encore dans une situation encore plus catastrophique à l'hôpital. Donc oui, c'est aussi une guerre psychologique. Alors intéressant parce qu'il y a tout parmi ces témoignages, aides-soignantes, sages-femmes, étudiantes auxiliaires de puériculture, on va parler de Philomène, assistante sociale, médecin généraliste, psychologue, pompier, kinésithérapeute, vraiment éducatrice spécialisée, infirmière en CHU, des directeurs, diététiciennes, ingénieurs de recherche. C'est ça, il faut pas oublier que toutes les branches ont été touchées, pas seulement des infirmières, toutes les branches, techniciens de laboratoire, citoyens, parents soignants. Vous avez même, voilà, Claude qui témoigne. Alors, que dit effectivement cette étudiante, Alexandra ? Alors, l'étudiante, c'est Philomène. Non, Philomène, pardon, oui. Mais il y en a tellement, c'est normal. Ouais. Philomène, elle dit qu'elle avait une vocation, qu'elle avait décidé d'être puéricultrice, et qu'en fait, finalement, elle pourra pas à cause de cette loi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous fait une auxiliaire puéricultrice de moins dans les établissements, dans quelques années, puisqu'elle ne fera pas ses études. Et dans ces hôpitaux où on voit ce qui se passe chez les urgentistes, on voit ce qui se passe dans le personnel, on voit que les hôpitaux sont vraiment à l'article, je ne dirais pas de la faillite, mais presque des soins palliatifs, si je veux être un peu caricatural, mais à peine. Et voilà, ces gens témoignent. Alexandra, par exemple, aussi, justement. En fait, on manque de moyens humains, on manque de moyens matériels depuis des décennies, et le Covid n'a mis qu'en exergue. Et la situation de la crise Covid qui a été mise en place, en tout cas la gestion de cette crise qui a été mise en place, n'était pas du tout cohérente avec les besoins et les besoins de la population surtout. Oui, de ce qui se passe, etc. Et alors, je vous posais la question, mais je voudrais revenir là-dessus, dans ces témoignages que vous avez reçus au collectif et que vous avez choisi un certain nombre. Je vous disais, effectivement, la tristesse, effectivement, tout cela, mais également résignation et également colère. Est-ce qu'il y a les deux ? Est-ce qu'il y a... Je veux dire par là que tout se passe, en tout cas, comme si les gens avaient accepté parce qu'ils ne voyaient pas quoi faire. Ils vont pas aller casser, ils vont pas aller faire, ils vont pas aller détruire, ils vont pas aller manifester, de façon extrêmement violente. Mais alors, quel est leur état d'esprit ? Je veux dire, chacune, c'est quoi ? C'est une espèce de... Est-ce qu'elles se sentent, comment je dirais, presque, on a fait une ablation de leurs rêves, de leur carrière, etc. On peut le dire, ces gens ont été castrés. C'est comme la castration. On les a castrés de leur vocation, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est assez descriptif, je trouve. Mais surtout, on les a complètement trahis, on les empêche d'avancer. Ils vont pas aller... la colère rime à rien, ça sert à rien. Ça n'a jamais fait avancer les choses. Par contre, il y a une incompréhension totale. Pourquoi on n'y arrive pas en justice ? Pourquoi les établissements continuent à ne pas vouloir nous réintégrer ? Pourquoi le gouvernement continue à dire que c'est nous les pestiférés ? C'est toutes ces choses-là qui sont un petit peu entrechoquées dans la tête de chacun. Mais il faut se rappeler qu'un soignant, il est là pour prendre soin. Donc c'est pas lui qui va aller casser des têtes dans la rue. Oui, comme un médecin traitant est là pour traiter.
N'est-ce pas ? Alors, on a bien dit aux gens, restez chez vous, prenez du Doliprane, et si vous êtes à l'article de l'étouffement, appelez le 15. Qui est d'ailleurs surbooké. Mais vous dites, oui, effectivement, évidemment, personne ne va causer la violence et favoriser la violence, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pourquoi il n'y a pas eu regroupement, pourquoi il n'y a pas eu solidarité, enfin, il y a eu, bien sûr, on est un certain nombre à le faire, mais au-delà de ça, pourquoi ne se sont-ils pas tous regroupés? Pourquoi on n'a pas senti une pression plus forte, dit-on? Alors, au tout début, ça a été très compliqué de les faire sortir, parce qu'ils avaient peur du regard des autres. Ah bon? Et ça a été très, très compliqué. Quelqu'un qui est en permanence en train de travailler pour l'autre, pour le bien de l'autre, et qui se fait maltraiter, insulter. On en a qui se sont fait insulter en manifestation au début. Faut bien le savoir. Ouais. Même encore en 2022, on a eu des manifestations qui ont mal tourné dans certaines régions. Ah oui, ils disaient bande de salauds, vous ne vous vaccinez pas, vous allez nous contaminer tout le monde, quoi. Bien sûr, mais c'est le discours qu'on leur a mis dans la tête. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le seul moyen qu'on a de travailler, c'est d'être malade. Et ça, par contre, les gens s'en rendent pas compte. C'est que nous, non vaccinés, pour travailler, il faut qu'on soit malade. Ça tient le vaccin. Bah oui. C'est ça. Bah oui. Alors vous dites au début, c'était très difficile, mais après, quand même, ça a un peu changé, maintenant le regard a changé. Les actions leur font du bien. On a des pièces de théâtre qui tournent, dans l'Ardèche, on a 8 soignantes qui témoignent sur les planches de leur vécu. Ça marche super bien, c'est les indispendus. Qui jouent la pièce En marche ou crève. D'accord. Et qui a beaucoup de succès parce que ça aussi fait changer le regard des gens. On a trouvé une autre méthode pour informer. En fait, notre besoin, c'est d'informer, que les gens comprennent ce qui se passe. On n'en veut à personne, moi, chacun fait son choix. Bien sûr. Mais il faut comprendre. Pour comprendre, il faut s'informer. Et pour s'informer, il faut accepter d'écouter aussi. Et alors, vous vous informez comment ? Alors, il y a le collectif, bien sûr, mais je suppose qu'il y a énormément de choses. Mais, encore une fois, je reviens à l'histoire de la pression, sans en faire, encore une fois, des insurrections. Mais quand même, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, vous disiez au début, les gens, mais je comprends, peur du regard des autres, et ils étaient considérés comme responsables presque des morts du Covid, enfin, entre guillemets. Et aujourd'hui, la tendance est à quoi, si tendance il y a ? Informer, patienter. Et on s'est tous renforcés. On est en soutien avec les collectifs nationaux de pompiers. On cherche des stratégies pour se faire entendre. Est-ce que les professions il y a une coordination, disons, de professions ? Les collectifs arrivent enfin à se regrouper plus facilement et à créer une cohésion. Le problème, c'est qu'en face, la propagande est tellement forte et fonctionne tellement bien que ça reste encore compliqué d'être visible. Ce qu'on a besoin, ce dont on a vraiment besoin, c'est cette visibilité qu'on a essayé d'avoir d'ailleurs l'année dernière en organisant 2 conférences de presse. On n'a jamais vu personne. Alors, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Vous voulez dire, personne n'est venu ? Non. Les grands médias. Non, aucun grand média. Aucun. Moi, quand j'en ai au téléphone pour d'éventuelles interviews. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est pas d'actualité. C'est pas d'actualité. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai que le Covid n'est absolument pas d'actualité. Ah bah non. De quoi on parle ? Bah non. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'existe encore la loi du 5 août qui fait rebond sur la loi du 30 juillet. C'est peut-être parce que c'est plus d'actualité. C'est vrai, c'est normal, c'est vrai. Tout ça n'existe plus, mais on va quand même continuer d'en parler avec Elsa Rubière. Et avec vous, chers auditeurs, puisque vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300, vous nous appelez, on attend vos témoignages pour interroger Elsa Rubière pour son livre Paroles de soignants suspendus. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors Elsa Rubière, je voudrais vous faire part d'une lettre que j'ai reçue de Frédéric Falcon, député de l'Aude, qui m'a envoyé d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et il me dit, la lettre date du 18 janvier,
J'ai le plaisir de vous transmettre un exemplaire de notre proposition de loi visant à réintégrer et à indemniser les personnels suspendus soumis à l'obligation vaccinale contre la Covid-19, co-signé par environ 80 parlementaires. Alors, il demande, juste aussi, notre proposition de loi diffère radicalement de celle déposée par les autres groupes et prévoit la réintégration de l'intégralité des personnels suspendus frappés par cette obligation vaccinale, aucun protocole sanitaire renforcé lourd au quotidien, tests PCR journaliers et protection spécifique pour les personnels non vaccinés, la considération du caractère injuste de cette mesure et l'indemniser des personnels du secteur public suspendu pour cette période de précarité extrême dans laquelle l'État français les maintient. Voilà, la proposition donc de Frédéric Falcon et de 80 parlementaires. Vous en pensez quoi ? J'espère que ça va pas faire comme les 3 autres, et qu'elles seront rejetées. Rejetées, ou qu'il y aura tellement d'amendements que finalement on n'en parle pas, ou qu'au dernier moment il y aura des petits arrangements, je ne sais pas lesquels et je ne veux pas savoir, qui feront que... je vais y répondre, on attend de voir. D'accord. Non mais... Très bien, en tout cas, on suivra ça, bien sûr. Et alors, justement, je voudrais qu'on revienne sur un chiffre que vous m'avez donné quand nous étions hors antenne, pendant la pause. Et vous m'avez dit, écoutez, si on compte les suspendus et les interdits d'exercer, et les CDD et les démissions, etc., vous dites 30 à 40 000. Alors, expliquez, les suspendus, on sait, on en a parlé et vous en avez parlé, mais les interdits d'exercer plus spécifiquement et tout le reste, c'est quoi exactement ? Alors, interdit d'exercer du fait de l'obligation vaccinale, bien sûr, oui. Pas autre fait. L'obligation vaccinale et la loi du 5 août qui perdure. Ça comprend les démissions, les disponibilités, puisque les gens ont aussi demandé des disponibilités. Oui. Ça comprend des arrêts maladie, parce que les gens n'en pouvaient plus pendant le Covid, et donc ce sont aussi des personnes non vaccinées, mais qui ne le feront pas du fait de l'obligation vaccinale par choix. Ça comprend les fins de CDD, ça comprend toutes ces personnes qui changent de vocation, et puis à ça on peut ajouter tous les étudiants qui ont finalement arrêté leurs études en 2021 quand ils ont vu le vent tourner et qui feront certainement un autre métier, malheureusement. C'est intéressant. Alors on a de plus en plus besoin de soignants et de médecins, etc., etc. C'est intéressant. Est-ce que vous avez eu justement, encore une fois dans ce livre vraiment que je conseille, qu'il faut que vous lisiez, que vous suiviez, parce que voilà, c'est ça, cette espèce de contradiction extraordinaire entre ah là là, ça ne va plus, les soignants, on va faire de nouvelles lois, on va faire des choses. Et qu'est-ce que vous pensez ? Alors, je voudrais, en tout cas, est-ce que les gens que vous avez, dont vous avez recueilli les propos, cette espèce de formidable syndrome administratif avec les autorités régionales de santé, avec tout ça, est-ce que vous avez quand même l'hôpital, vous y travaillez, quand vous n'êtes pas suspendu, bien sûr, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a joué et qui a fait que ça a conduit aussi à ça ? Il y a un manque de communication entre les diverses instances et les diverses administrations qui nous gèrent. Ça, on l'a ressenti clairement en étant sur place. On le ressent depuis des années, mais là, c'était encore plus fort. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi un problème de communication entre la NSM et l'HAS. Parce que l'autorité nationale, vous voulez dire l'Agence nationale de la santé, de sécurité des médicaments, voilà. N'est-ce pas ? Et la Haute Autorité de Santé, ainsi que la DGS, puisque la Direction Générale de la Santé... Vous dites quoi ? Il y a un manque de coordination ? Il y a quoi ? Je sais pas. Je pose la question. Y a-t-il un lien rompu ? Y a-t-il un problème de communication entre eux ? Mais en quoi vous l'avez senti ? Parce que vous avez ressenti les effets, si vous me dites ça. Alors là, c'est encore plus frais et encore plus d'actualité. C'est au sujet de la NSM qui reconnaît bien les effets indésirables quant aux problèmes cardiaques, et l'HAS qui recommande la vaccination pour les enfants. Faut qu'on m'explique. Donc, je laisse un point d'interrogation là-dessus. Y a-t-il un problème de communication, une rupture de réseau ? Je ne sais pas, peut-être la fibre l'un dit qui blanc, passe mal. l'autre dit noir, etc. Et il faut savoir que c'est comme ça tout le temps, depuis des décennies, mais que là, avec les recommandations changeantes tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines,
Mais c'était pire. Et puis c'est pas cohérent avec le soin et avec ce qu'on a à faire dans le soin et avec le prendre soin de l'autre. Primum non nocere ne nuit pas, ne nuit pas. Et effectivement, on peut se demander qui nuit en ce moment. En tout cas, la cohérence est vraiment très importante, c'est vrai, entre l'Agence nationale de sécurité du médicament, la Haute Autorité de Santé. Il y a quand même quelque chose, accordez vos violons, mesdames et messieurs, c'est ça. On va peut-être accueillir un certain nombre, je crois qu'il y a beaucoup d'auditeurs, oui, il y a beaucoup d'appels. Et surtout sur ce sujet, effectivement, qui nous concerne tous, Lucien. Et oui, vous avez la parole sur Sud Radio, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 14h, et on accueille Rachid de Paris. Bonjour Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour à tous. On vous écoute, Rachid. Oui, bonjour. J'aimerais moi tout d'abord remercier Elsa Rouillère de laisser une trace à tous ces invisibles qui sont dans une souffrance psychologique et financière depuis maintenant 2 ans. Et je trouve extrêmement important qu'on puisse avoir tous ces témoignages et qu'on puisse avoir un regard direct sur les souffrances des gens. Elsa disait tout à l'heure que ces gens sont invisibles depuis le 5 août 2021 quasiment. Et le fait d'avoir une trace, ça remobilise les gens. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les soignants sont réintégrés, qu'il n'y a plus de problème. Ouais. Alors que c'est faux. Et je trouve ça extrêmement important. Donc je voulais remercier Elsa pour son travail. Très bien. Elle vous a entendu et elle l'apprécie. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous. Et on accueille Guillaume de Blois. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe Sud Radio et bonjour à votre invité. Je pense que malheureusement et pour votre malheur, vous êtes le révélateur donc de la pourriture et de la médiocrité ambiante. Je veux pour preuve donc que les députés qui n'arrivent pas à s'entendre, à faire bloc justement pour vous réhabiliter. J'en veux pour preuve aussi donc les médias dominants, pas mainstream, je dis bien dominants, c'est beaucoup plus parlant, qui ont été odieux et encore c'est le mot est faible envers vous, et aussi donc vis-à-vis donc de tous les autres fonctionnaires qui malheureusement maintenant on le sait, il suffit donc d'un simple décret pour qu'ils soient foutus dehors. Un simple décret. Un simple décret, vous voulez dire quoi, pour tous les fonctionnaires? Bien sûr. Oui. Et oui, maintenant Macron l'a bien démontré. Donc vous êtes un peu pessimiste en disant c'est le pot de terre contre le pot de fer, un peu, Guillaume. Un petit peu, parce que bon là malheureusement il faudra quand même que nos chers députés, nos très très coûteux députés, je devrais dire, fassent leur job. Ils ont eu par 2 ou 3 fois donc l'occasion de le faire, ils l'ont complètement raté. Et on se demande si ce qui est plus important pour eux, c'est pas leur politique politicienne et même leur carrière, plutôt que justement le bien des gens pour lesquels ils sont élus. Écoutez, accordons le bénéfice du doute, en tout cas à Frédéric Falcon et à ses 80 députés, mais on va voir effectivement, comme disait Elsa et vous-même, on va voir s'ils feront quelque chose. Elsa, qu'est-ce que vous répondez qu'est-ce que vous dites à Guillaume? Je comprends carrément ce que Guillaume ressent et ce qu'il entend. Je l'entends très souvent de la part des soignants. Il faut savoir que c'est encore plus compliqué au sein des politiques, même au sein de chaque parti. En fait, le problème de cette situation, c'est que la communication qui a été passée et tout ce qui est donné comme information autour de ça au niveau politique, chacun y va de son petit avis personnel au lieu d'y aller de son avis politique, droit, devoir. Et par la même occasion, j'en profiterai pour rappeler aussi le devoir des politiciens quant à la population. Et donc, de prendre des décisions... Vous dites que les politiques sont toujours encore très divisés là-dessus. Oui, bien sûr, au sein de tous les partis. J'ai une question à vous poser. Il y a quand même, vous parlez de, effectivement, diviser. Mais dites-moi, ce corps médical... on l'entend pas beaucoup vous aider. On l'entend pas beaucoup dire bon d'accord, écoutez, moi je me suis fait vacciner. D'ailleurs vous avez une vaccinée, mais vous allez nous dire. Enfin,
on n'entend pas beaucoup des gens qui disent bon, bah, écoutez, moi je suis vacciné, bah, après tout, c'est son droit le plus strict et c'est légitime. Mais enfin, il n'y a pas de raison qu'on sait aujourd'hui ce qu'il y en est avec la contamination et la transmission. Bah écoutez, maintenant on peut les réintégrer. J'ai pas entendu un grand souffle de solidarité. Pourtant, il existe. Pourtant, il existe. Sauf que c'est pareil, on met le couvercle dessus, il faudrait pas que ça se sache, parce que sinon, ça voudrait dire que les politiques se trompent quand ils disent qu'on veut pas nous réintégrer et que les gens veulent pas de nous à l'intérieur des établissements. C'est complètement faux. Et puis, ils ont la tête dans le guidon, ils ont pas le temps d'aller manifester pour qu'on revienne. Vous avez de la solidarité, vous bien avez des sûr. points de solidarité. Bien sûr, il y a de la solidarité. Tant mieux, tant mieux. Et que disait juste un mot, celle qui vous avez eu la vaccinée, enfin, vous avez un témoignage de quelqu'un qui est vacciné. J'en ai mis qu'un, mais j'en ai d'autres. La plupart disent qu'ils y sont allés en pleurant. Moi, j'en ai connu une aussi qui est allée en pleurant, qui m'a téléphoné en me disant: Elsa, je suis dans la salle d'attente, on refuse de me vacciner, je pourrais pas retourner au boulot demain si je signe pas le papier. Et je lui dis: mais tu veux signer le papier? Elle me dit: non, j'ai pas vu le médecin et je dois signer un papier avant de voir un médecin qui dit que j'ai bien pris connaissance de toutes les conditions de vaccination. Et ben, ils y sont beaucoup allés en pleurant. En tout cas, ce que vous avez, ouais. C'était terrible. C'est de l'extorsion de signature. Hein. Enfin, beaucoup sont allés volontairement aussi. Il faut redire les choses. Hein. Oui, mais et d'ailleurs, ils ont tout à fait le droit aussi. Bah, bien sûr, puis surtout avec un chantage au salaire. Lucien. Et on accueille Christine de l'Essonne. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Oui, bonjour Elsa, bonjour André, c'est Elsa, j'espère ne pas me tromper dans le prénom. Non, pas du tout. Voilà, donc je me permets, j'ai pris l'émission un petit peu en cours de route dans la voiture et je suis très touchée par ce que fait Elsa, enfin en tout cas le livre qu'elle a écrit, le recueil de témoignages. Je suis moi-même infirmière en fait, et en fait bon donc moi j'ai refusé la vaccination pour plusieurs raisons bien sûr, mais aussi parce que j'ai eu un cancer et je suis sortie de ces traitements il n'y a pas très longtemps en fait, et je me suis dit que j'allais me recycler, c'est pas vraiment le terme, mais j'allais en fait faire un master en éducation thérapeutique pour pouvoir faire de l'accompagnement, et puis à ce moment-là les différentes injonctions gouvernementales sont tombées, obligeant tous les soignants à la vaccination, et il est absolument hors de question que je me fasse vacciner. Mon oncologue est bien sûr contre également, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins qui travaillent, mais qui travaillent, je n'en dirai pas plus, mais qui sont contre la vaccination. Et donc, aujourd'hui, je ne peux plus travailler en France et je suis obligée d'aller m'exiler en Suisse. Voilà. Donc j'ai 52 ans et je ne peux plus à 52 ans poursuivre un travail dans le milieu médical en France. Voilà. Ouais, ça en dit long, ça en dit long. Ça en dit long, oui. Elsa ? La Suisse, la Belgique, bien sûr, on a tous les jours des contacts de soignants qui nous demandent par quel intermédiaire on peut les travailler en Suisse ou en Belgique, puisque l'obligation n'y est pas et qu'ils ont énormément besoin aussi. Donc, bien sûr, la situation fait que nos soignants vont travailler ailleurs. Oui, je trouve que c'est dramatique ce qui se passe, c'est absolument dramatique. Et donc l'hôpital est exsangue, le domaine médical, enfin en tout cas au niveau médical en France, on sait qu'on est en train d'aller dans le mur, mais on continue malgré tout d'y aller. Je dirais... tête baissée, vous savez, c'était Nietzsche qui disait « On ne sait pas où on va, mais on y va ». Voilà. Ah oui. Merci Christine, merci pour votre témoignage. Merci à vous, merci bien. Merci bon beaucoup courage, Christine. au revoir. On va tourner une rapide page de pub et on va continuer de vous accueillir au 0826 300 300. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h47 sur Sud Radio et vous avez la parole au 0826 300 300. On vous attend et on accueille tout de suite Julien du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Bonjour mon cher André, bonjour Lucien et bonjour à votre invité que je félicite pour son courage. Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même où on en est, c'est-à-dire que la France est le dernier pays à ne pas avoir réintégré les soignants. Enfin, rien que ça déjà, ça devrait... je ne sais pas, tous les démocrates que nous avons dans la classe politique devraient être absolument outrés. Et puis moi, je voudrais revenir aussi sur une chose quand même qu'on ne dit quasiment jamais. D'ailleurs, des fois, André, je vous le dis très clairement, moi qui vous apprécie énormément, je vous trouve encore bien gentil dans vos analyses et vos critiques. Ah bon, dites-moi. Oui, parce que on dit oui, mais quand même, ça peut avoir été utile, ce vaccin, etc. Sauf qu'on a appris par Mme Small que Pfizer avait menti de A à Z concernant la transmission, qui n'est absolument pas le cas. Mais en plus de ça, le vaccin, et ça c'est le Vidal, la Bible de la médecine qui reconnaît, et c'est écrit noir sur blanc, que ça n'empêche que les formes légères à modérées. Alors quand sur les plateaux, chez Monsieur Pro, l'autre fois, j'entends encore nous dire « et les protections contre les formes graves », mais c'est totalement faux. C'est un vaccin qui en fait protège des formes légères à modérées. Donc qui en fait n'aura pas servi, pour être très clair, à grand chose, à part peut-être pour les gens qui ont des comorbidités. Donc tout le baratin qu'on nous a fait pour ces soignants, qu'on a applaudi pendant des semaines et des semaines, pour ensuite ne pas vouloir les réintégrer alors qu'ils transmettent à personne la maladie, et qu'en plus ça ne protégerait, je mets du conditionnel, que des formes légères à modérées, mais excusez-moi, c'est même plus du foutage de gueule, là, c'est criminel de ne pas vouloir les réintégrer et de leur donner leur salaire. Enfin, je veux dire, c'est quand même la moindre des choses dans une démocratie de ce nom. Certes, non, mais ça, je crois que ça, on l'a dit, et vous avez tout à fait raison de le souligner aussi. Et André, juste une petite chose, très rapidement, s'il y a des politiques qui se sont bougés, les seuls qui se sont bougés, c'est toujours les mêmes, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et François Asselineau. Les autres, je suis désolé, mais je ne sais pas s'ils ont peur de leur ombre ou qu'on leur sorte des casseroles, mais personne dans l'hémicycle quasiment ne bouge. Qu'est-ce que c'est que ces parlementaires? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Clairement, qu'est-ce qu'ils foutent? Eh bien, écoutez, en tout cas, on va le savoir, on va le voir. Je vous dis, j'ai encore reçu, encore une fois, une lettre d'un député ce matin, je viens de le lire, qui dit qu'il a 80 parlementaires avec lui. Évidemment, c'est loin de suffire pour faire passer ce projet de loi de réintégration et de remboursement de tous. On va le voir, mais c'est vrai, vous avez raison. En tout cas, la question est posée, et c'est une des questions, effectivement, qui nous taraude, parce que si on est une démocratie, il faut savoir ce que ça veut dire, une démocratie. Merci Julien. Merci beaucoup Julien. Et on accueille Nadine des Pyrénées-Orientales. Bonjour Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour André Berkoff et bonjour à votre invité. Et je suis de tout cœur avec elle. Je suis très sensibilisée à ce problème que je suis depuis longtemps. Moi, la chose que je voulais dire, il y a deux choses que je voulais dire très rapidement. Monsieur Macron avait dit qu'il emmerderait les non-vaccinés. Vous êtes d'accord, hein? Ah, non seulement il a dit ça, Nadine. Non, parce que moi j'ai lu le texte comme tout le monde. C'est un texte écrit dans Le Parisien. Ce qui est intéressant pour moi, c'est il n'a pas dit j'emmerde les non-vaccinés. Il a dit j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Il y a une espèce de désir là. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Bon, Enfin bon, allez-y. Pour moi, il en fait une affaire personnelle. Voilà. Il en fait une affaire personnelle. Comme j'estime moi, et ça c'est mon avis, j'engage que moi, que c'est un être immature, je pense qu'il a fait une affaire personnelle. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il est en train de déshabiller les pays qui ont du personnel soignant, que ce soit la Tunisie ou le Liban, ce qui est une catastrophe pour ces pays, en proposant des visas. Franchement, là je trouve ça complètement abject. Et la troisième chose, c'est que le mot prévention, et ça je tiens à le dire très fort, a disparu de toutes les politiques de Macron. Que ce soit la prévention de la délinquance, la prévention de la santé, la prévention du climat, la prévention du travail, le mot prévention a disparu du langage. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Nadine, merci. Non, c'est très clairement dit et précisément dit. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Nadine. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille Sébastien de Chelles. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Alors voilà, moi je me permettais d'intervenir, je suis infirmier aussi, infirmier libéral. J'ai été vacciné, donc j'ai eu mes 3 doses, puisque c'était la seule condition pour que je puisse continuer d'exercer.
pas très convaincu. Hein. J'ai fait plus à contre-cœur qu'autre chose, comme énormément de mes collègues, malgré ce que peuvent dire certains médias et les politiques. Et moi, j'attire l'attention sur quelque chose que je subis moi-même dans mon exercice, c'est que depuis ma 3e dose de vaccin, j'ai des problèmes au niveau de mon bras gauche, parce que j'ai été injecté les 3 doses dans le bras gauche, des douleurs qui me réveillent la nuit, qui m'handicapent fortement dans l'exercice de mon métier. Et je me retrouve aussi complètement isolé par rapport à ça, parce qu'aucun médecin ne prend la situation au sérieux. On parle de fausses positions, Ah oui, quand vous dites ça, quand vous dites ça à un médecin, il vous dit non, c'est pas, ça n'a rien à voir, etc. Voilà, c'est un peu ça. J'ai systématiquement, pourtant mon médecin est très compétent, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, les médecins que j'ai vus sont très compétents, mais je ne suis pas pris au sérieux du tout à ce niveau-là, et ça me gêne énormément au quotidien. Déjà ne serait-ce que pour dormir, quand une douleur vous réveille la nuit, que vous avez en plus, moi en tant que libéral, je suis seul, hein, la plupart du temps avec des patients qui parfois pèsent pas 80 kilos, qui ont besoin d'être mobilisés ou des choses comme ça. C'est aussi quelque chose une réalité qui est complètement mise de côté par les médias, par les politiques. Et je rejoins tout à fait le témoignage de Nadine juste avant, où effectivement la prévention, ça, on s'en fout. Et je suis assez d'accord sur l'idée que là, c'est une question d'ego. Là, on n'est plus dans la réalité, on est dans le dogme, on est dans l'ego politique de Monsieur Macron qui reviendra pas en arrière. Et malheureusement, les soignants, l'hôpital est en train de crever. Je le vois bien, moi, l'hôpital de secteur où je suis, c'est une catastrophe. On récupère des choses pas croyables à domicile et on galère pour essayer de prendre en charge nos patients correctement, et on entend les politiques nous dire non, de toute façon vos collègues ne veulent pas de vous. Voilà, les collègues vaccinés ne veulent pas des non-vaccinés, ce qui est une vaste connerie, excusez-moi le terme, parce que je pense que quand on a la tête sous l'eau, quelle que soit la main qui vous est tendue et qui pourrait vous aider à en sortir, on la prend. Et là en ce moment, ils ont tous la tête sous l'eau. Ça se ressent sur la qualité des soins. Et moi, je pourrais écrire un bouquin sur les choses que je récupère de l'hôpital, les prises en charge défaillantes et les gens qui souffrent, parce que derrière ça, c'est des gens qui souffrent et qui n'ont rien demandé à personne. Les gens ont peur d'aller à l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital, c'est un endroit qui est censé être rassurant. Quand on est malade, on se sent sécurisé parce que surveillé. Aujourd'hui, c'est la plus grande crainte de mes patients, c'est d'aller à l'hôpital. Mais écoutez, en tout cas, vous donnez un miroir et vous donnez un témoignage sur la situation qui rejoint un peu tous les autres témoignages qu'on a eu. Elsa Ruyer, voilà encore d'autres paroles. Lui n'est pas soignant Julien suspendu, mais il y a un vrai problème. Il constate. En fait, ce que vous dites, vous, c'est que maintenant, il faut que ça se sache, c'est ça. Il faut faire circuler l'information. C'est ça votre objectif. Toutes les informations, y compris sur les effets indésirables. D'ailleurs, sur le site, on a mis aussi un tract pour informer les gens. Ils ont le droit de déclarer eux-mêmes les effets indésirables. Il ne faut pas attendre après les médecins. Bien sûr, mais après, il y aura toute la polémique. On a les médecins qui ont la pression, ça aussi, on informe dessus. En fait, il faut que les gens sachent, il faut que les gens prennent conscience. On est des êtres humains, en fait, les uns et les autres, et on n'a pas le droit d'être traités de cette façon-là, que ce soit suspendu ou non suspendu d'ailleurs, ou citoyen, quel qu'il soit. En fait, je crois que la principale victime aussi, c'est la santé. Bien sûr. Et c'est ça. Il faut quand même pas qu'on laisse pas un peuple en absence de prévention et en absence de soins. Bien sûr. C'est ça. Merci Elsa Ruyer, parole de soignant suspendu, Lucien. C'était le face-à-face du lundi 23 janvier avec Elsa Ruyer pour son livre Parole de soignant suspendu, édition Guy Trédaniel. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. Merci d'être encore aussi nombreux à nous écouter.